on va vite pointer du doigt l'agriculture, etc., en disant « Ah, ils sont mal, ils font plein de gaz à effet de serre avec leurs vaches, etc. » Mais en fait, il faut avant tout prendre conscience que c'est nous, en tant que consommateurs, qui sont avant tout le facteur qui définit la production agricole. Podcast agroécologie. Bonjour à tous, bienvenue dans notre nouvel épisode de notre podcast sur l'agroécologie. Aujourd'hui, on va commencer notre tournée de visite d'exploitation agricole en Romandie qui pratique l'agroécologie. L'objectif, c'est de comprendre ce que c'est l'agroécologie concrètement et comment elle peut être appliquée par des agriculteurs. Dans cet objectif, on va visiter différents types d'exploitation. Une exploitation en maraîchage sur petite surface bio, une exploitation de grande culture élevage IP et une exploitation d'un agriculteur qui met en place un système d'agroforesterie. Aujourd'hui, on est sur l'exploitation de la ferme agroécologique de Roverea en bordure de la ville de Lausanne et on s'entretient avec Gilles Berger, le chef d'exploitation. Salut Gilles. Salut. Comment ça va? Ouais, ça va bien. C'est enfin beau, on est content. Ouais, effectivement, ça fait du bien. Est-ce que tu peux commencer par te présenter? Très bien, ouais. Alors, voilà, moi c'est Gilles Berger. J'ai repris le domaine ici en 2017. J'ai fait une formation d'abord à l'école d'horticulture de Lullier et après j'ai fait une formation d'ingénieur agronome et j'ai travaillé dans différents domaines, soit sur des fermes, surtout production maraîchage. Voilà. Ok. Ça c'est un peu le pédigré. Est-ce que tu peux un peu décrire La ferme. ton exploitation? Ouais, bien sûr. Donc, on est sur un des domaines de la ville de Lausanne. Donc, c'est une ferme en location. Je suis fermier. Il y a 35 hectares, entre 650 et 800 mètres d'altitude à peu près. On fait des cultures assez diversifiées dans l'objectif de vendre l'entier de notre production en circuit court. Donc, on a 5 hectares de culture maraîchère plein champ. On a un petit tunnel de 450 mètres carrés. On a 2 hectares de verger plutôt haute densité. On a 6000 arbres sur nos 2 hectares. Et les grandes cultures, ça représente une vingtaine d'hectares. Et le restant étant des prairies, voilà, permanentes. Avec une fauche tardive qui part pour des chevaux au chalet à Gobet. Voilà, pour ce qui est des circuits d'écoulement de nos produits, on a un marché à la ferme qui est ouvert 6 jours par semaine, où il y a nos produits des collègues et des produits un peu d'ailleurs qu'on ne peut pas trouver en Suisse non plus, mais avec des fermes avec qui on collabore aussi au niveau européen. On a 3 marchés hebdomadaires en ville de Lausanne et on fait différentes livraisons à des boulangeries, à des restaurants, à des épiceries et à des collègues aussi, qui permet d'écouler le 100% de notre production. Donc également les céréales. Ce que j'ai pas dit, c'est qu'on a installé un moulin sur la ferme. Ça fait un peu plus d'une année, 1 an et demi. C'est en novembre l'année dernière qu'on a terminé les travaux. Et on produit l'année dernière, on a produit une bonne 30aine de tonnes de farine. Et l'objectif, c'est d'augmenter un peu ça en ayant un concept de pain lausannois. On a en fait une farine qui vient d'un moulin sur la commune de Lausanne et des blés qui ont été cultivés à Lausanne aussi. Et donc ça serait, vous allez collaborer avec un boulanger ou? Là, on collabore déjà avec différents boulangers, mais là, il va sortir quelque chose bientôt. J'en parle pas trop, Okay. mais parce qu'on n'a pas encore fini de définir le projet. Mais en fait, avec un boulanger, puis après, l'idée, c'est de l'élargir un peu, c'est d'offrir un pain saisonnier, lausannois, en fait, qui est justement produit à Lausanne avec des ingrédients qui sont transformés et produits à Lausanne aussi. Mais on est encore en phase de test et si tu reviens cet automne, je pourrais t'en parler un peu plus. Ok, super. Je me réjouis alors. Ouais. Et voilà. Ouais, c'est ça un peu le personnel. J'ai pas parlé du personnel, donc il y a moi qui gère l'exploitation et j'ai à peu près 14 personnes qui travaillent sur l'exploitation à divers taux, à diverses périodes. J'ai des gens qui viennent juste en été pour la saison en fait.
Et ça fait en tout à peu près 9 équivalents plein temps. OK. Et puis peut-être quelques mots un peu sur l'historique de La ferme. de la ferme. Alors la ferme, c'est une ferme assez ancienne. On a des traces déjà au Moyen-Âge qu'il y avait une grange ici. Et du coup, ça a été en main de différentes personnes jusqu'à ce que la ville rachète en 1988. Et là, il y avait déjà un fermier sur place, Jean-Luc Cholet, qui a cultivé jusqu'en 2013. Et il y a eu 3 ans de collaboration avec un autre paysan qui a entretenu le domaine. Jusqu'en fin 2016, j'ai fait les premiers semis fin 2016 pour reprendre officiellement la ferme en 2017. Voilà, un peu l'historique de la ferme. Avant, c'était élevage et grande culture. Donc, lait d'industrie et puis céréales pour le circuit long. Donc là, c'est un virage, on a entrepris un virage qui est assez important, c'est de passer de circuits longs à des circuits courts et avec une structure d'entreprise qui est plus complexe. Donc tout le maraîchage, les fruitiers, etc., c'est des choses que tu as mis en place Oui, c'est depuis ton arrivée. tout. Alors j'ai commencé gentiment avec un petit peu de maraîchage et j'ai planté le verger en 2021. Voilà, on a commencé de planter en 2020, on a fait un peu de pépinière et puis après le verger vraiment avec les piquets, ça c'était 2021. Et voilà, on a, avec nos 5 hectares de légumes et les 2 hectares de fruits, on arrive à couvrir nos besoins pour une bonne partie de notre vente directe et pour nos clients revendeurs. OK. Maintenant, si on se met à parler un peu d'agroécologie, donc ta ferme s'appelle la ferme agroécologique de Roverea. Donc, j'imagine que tu considères que c'est une exploitation agroécologique. Est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur ce que c'est pour toi concrètement l'agroécologie et pourquoi tu qualifies la ferme d'agroécologique? Alors, oui, donc la ferme agroécologique, c'est un concept qui repose en fait sur 3 piliers qui sont le pilier économique, le pilier social et le pilier écologique. Donc, écologique, on va commencer par ça, c'est-à-dire que du coup, nous, on a une vocation à mettre en avant de la biodiversité fonctionnelle, c'est-à-dire que dans le verger, par exemple, on a mis certaines essences qui sont pas à but de production, mais qui sont plutôt des essences qui sont utiles pour notre verger, comme on a par exemple le sureau, qui a un puceron qui est propre au sureau, qui ne va pas s'attaquer aux autres fruits qu'on a dans le verger, et du coup il va servir de garde-manger aux auxiliaires des pucerons. Donc ça permet de garder une population de cirfes, de coccinelles dans le verger et de réduire la population de ravageurs. Donc on a cette biodiversité fonctionnelle qu'on met aussi en place avec des bandes fleuries dans nos cultures maraîchères. Et là, vraiment, c'est un peu la même idée, c'est de dire, on va prendre parce que en légumes, on n'a pas beaucoup de fleurs, du coup, on n'a pas beaucoup de pollen ni de miella pour nourrir les auxiliaires, qui ont une phase dans laquelle souvent ils se nourrissent aussi des plantes. Et ça permet justement de garder des populations plus actives et d'avoir en fait des effets des ravageurs qui sont moins forts. Ça veut pas dire qu'on traite pas. On traite quand même, mais ça permet de diminuer les traitements ou en tout cas d'avoir un système de production qui soit un peu plus résilient face à des attaques. Parce que si on a une attaque tout d'un coup d'un puceron et qu'on n'a absolument aucun auxiliaire, ça va évoluer très vite parce que c'est c'est une reproduction qui va être exponentielle. Et c'est pour ça qu'on utilise ces hotspots d'auxiliaires. En plus de ça, on utilise des auxiliaires par introduction. Donc dans notre tunnel, on va utiliser des auxiliaires pour les différents ravageurs. On utilise aussi, si on veut bien, des antagonistes au niveau des maladies. C'est-à-dire qu'on va mettre certains champignons ou bactéries qui vont soit prendre la place des maladies ou qui vont s'attaquer à certaines maladies, comme pour le Phytophthora dans les patates, ou on a aussi ça avec le botrytis, où on arrive à réduire les attaques de botrytis en mettant une bactérie à la place du botrytis qui va prendre l'espace et qui va diminuer
la virulence du botrytis lui-même. Donc ça, c'est un champignon, la pourriture grise. Phytophthora, c'est le mildiou des patates, par exemple. Ou ça peut être un autre Phytophthora, mais là, on a des outils qui nous permettent en fait de rendre les plantes un peu plus solides. Ça ne veut pas dire que si on a un problème à un certain moment, qu'il ne faut pas du tout traiter, parce que notre but, c'est de nourrir les gens. C'est ça notre contrat social en tant qu'agriculteur. Et du coup, il faut qu'on produise à manger. Et si on doit utiliser des produits de traitement, on va en utiliser. Nous, on produit sous le label bio. Donc, ça veut dire qu'on utilise uniquement des produits qui sont autorisés sur la liste des intrants. Et voilà, ça veut dire aussi qu'on utilise pas mal d'extraits de plantes au travers des produits de traitement qu'on utilise. Dans les produits de traitement que vous utilisez, il y a des produits que vous fabriquez vous ou c'est les produits du marché? Un peu, mais majoritairement, c'est des produits achetés. Après, là, on parle beaucoup de biodiversité fonctionnelle, donc ça, c'est un peu ce qu'on met en place dans les cultures pour favoriser une biodiversité qui nous est vraiment positive. Puis après, il y a la biodiversité générale sur l'exploitation. Donc là, par exemple, on a l'entier de nos prairies qui sont en fauche tardive, voire très tardive, ce qui permet justement aux plantes de faire leur cycle et aux insectes qui vivent dans les prairies de faire leur cycle également. Et on a mis en place des éléments qui sont, si on veut bien, des habitats pour certaines faunes qu'on veut favoriser sur notre exploitation, comme des tas de pierres pour les hermines, des hôtels à insectes pour ce qui est des abeilles sauvages, et voilà, différentes installations de ce type-là qui sont là pour favoriser cette biodiversité-là. C'est aussi une biodiversité fonctionnelle, mais c'est un petit peu plus large, parce que voilà, les abeilles sauvages, elles vont venir nous polliniser nos arbres, on est content, mais elles vont pas avoir une action directe sur des ravageurs. L'hermine, oui, sur le campagnol, mais pour ce qui est des abeilles sauvages, c'est un peu différent. Donc voilà, ça c'est pour l'aspect écologique de l'agroécologie. Ensuite, il y a... Oui. Ça va si on reste encore un petit moment sur l'aspect écologique? Oui, bien sûr. Ouais. Ah, on n'a pas parlé des sols. Voilà, exactement. C'est ça que tu veux aborder. Ouais. Oui. Alors, il y a les sols qui est notre outil de production principal, qui a 10 000 ans, qui a eu besoin de 10 000 ans pour se former. Et de détruire des sols, ça reprendrait 10 000 ans pour en refaire. Et on peut pas jeûner pendant 10 000 ans. Alors, du coup, il faut en prendre soin. Il faut faire attention de ne pas les compacter, de les nourrir. C'est vivant, le sol. Alors, c'est certes composé principalement d'éléments minéraux. Et il y a, dans les premiers 20 cm, si on est chanceux dans les terres agricoles, il y a 5% de matière organique. Mais sinon, il y en a souvent un peu moins, entre 2 et 5. Qu'est-ce qu'on fait pour protéger ces sols? Il y a plusieurs choses. Un, c'est déjà d'intervenir parce qu'on a des outils de production qui sont des tracteurs. Avec notre taille d'exploitation, c'est pas possible autrement. Et du coup, ça veut dire intervenir avec des tracteurs quand les conditions le permettent, quand c'est pas trop mouillé pour éviter de compacter. Et si possible, de rouler avec une pression d'air un peu plus basse et d'utiliser des véhicules pas trop lourds. Donc moi, j'ai des machines qui sont plutôt légères. On n'a pas de tracteur de plus de 4 tonnes. Un qui est tout juste au-dessus de 4 tonnes, mais c'est tout. Le reste, c'est plutôt des petites machines pour justement de la production spéciale comme on fait. Après, on a forcément des moissonneuses batteuses qui viennent, etc. Et là, c'est un timing qu'il faut choisir. Et voilà, donc là, au niveau du sol, il y a beaucoup de choses. On pourrait en parler pendant des heures, mais je vais donner un peu les axes principaux que nous, on fait ici sur la ferme. Un, c'est un sol qui est en permanence couvert. Donc, c'est un sol où il y a soit un engrais vert, soit une prairie ou soit une culture. Si possible, une culture assez développée. Je cherche à semer mes blés assez tôt aussi pour qu'ils s'enracinent avant la période hivernale et qu'on ait une protection du sol dès l'entrée en hiver, parce que c'est un peu là qu'il y a des moments à risque pour le sol, parce qu'on n'a pas une bonne couverture du sol et du coup, le ruissellement peut créer de l'érosion. On a un apport de matière organique qui se fait au travers du fumier de cheval paillu qu'on récupère chez le collègue qui prend le fourrage des prairies permanentes. Et on utilise aussi du digestat de biogaz pour remettre de la matière organique dans nos sols. Donc nourrir en fait les animaux et les micro-organismes qui forment le sol. Est-ce qu'il y a une exploitation qui fait du biogaz dans les... Oui, ils sont à Boussan. Ok. Ouais. Ils sont pas très loin. Vous pouvez leur acheter le digestat. C'est ça. Ils utilisent en partie le fumier de cheval
du collègue qui prend son fourrage ici. Donc c'est aussi un Ok. cycle. Voilà. Après, forcément, on exporte des éléments. Hein. Quand on vend nos légumes, tous ces éléments nutritifs, ils reviennent pas dans nos champs, ils partent. Donc on a un déficit et on est obligé d'acheter un peu des intrants. Alors ça, on les achète. Voilà, c'est les engrais du commerce, simplement pour assurer une qualité de production et un rendement qui nous permettent Ouais. de nous en sortir. Et juste une question sur la couverture permanente du sol. Est-ce que tu arrives aussi à le faire sans problème dans le maraîchage? Alors, le maraîchage, des fois, c'est un peu plus compliqué. Typiquement, avec des cultures qu'on va récolter en hiver, tout ce qu'on récolte, je dirais, jusqu'en septembre, on arrive à le couvrir assez bien parce que après, on fait un petit travail du sol, on peut semer une céréale ou une mélange céréales et légumineuses qui permettent de couvrir le sol. Typiquement, on va avoir un peu des cultures comme le poireau, où on récolte jusqu'en avril, depuis octobre jusqu'en avril. Là, on peut difficilement semer quelque chose, mais on a pas mal de flores spontanées, comme du mouron des oiseaux, des choses comme ça, qui sont en fait des mauvaises herbes, mais qu'on va pas toucher à ce moment-là. Et nos champs de poireaux, ils sont propres à l'entrée de l'hiver et ils se salissent gentiment par cette flore-là. Et c'est pas une flore qui est particulièrement problématique parce que dans les autres productions de légumes, on arrive à les shooter en sarclant. Et là, typiquement dans les poireaux, c'est quelque chose que je vais laisser volontairement se développer. Comme ça va faire une couverture de protection. Ok. On a mouron, on a aussi le lierre terrestre, on a ces adventices-là qui sont pas forcément les pires. On va dire, c'est pas... Ouais, on va pas avoir une culture de liseron. Si on a du liseron, là, il faut qu'on change quelque chose au niveau du sol parce qu'il y a des problèmes. Mais voilà, donc on a ce genre de situation où le champ est en fait couvert. Ou alors, ça peut être une culture, par exemple, de choux où, en fait, on va détruire la culture juste avant de mettre la prochaine culture en place. Parce on a suffisamment de légumes et de familles de légumes pour pouvoir laisser, par exemple, on a une culture de choux frisés, on va laisser la base de la rosette comme protection du sol avant, pour tout l'hiver, et au printemps, on va le détruire avant de mettre la prochaine culture en place. Comme ça permet aussi d'avoir une protection. Après, c'est clair que si tu récoltes des carottes au mois de novembre, c'est très compliqué de mettre quelque chose en place qui puisse protéger ton sol. Là, dans l'idéal, ce serait de les récolter avant. Après, des fois, on choisit pas pour des raisons de météo, principalement. Mais nous, les carottes, on en fait peu. Donc, on n'a pas vraiment ce problème-là. Mais c'est des problèmes qui peuvent être assez réels dans des exploitations maraîchères. Et là, le tout, de mon point de vue, c'est de jouer avec des rotations qui soient plus saines. C'est d'avoir juste après les carottes, un temps de pause qui permettrait juste de semer un engrais vert qui puisse restructurer un peu le sol avant d'avoir une prochaine culture. Et dans l'idéal, une culture plutôt un peu plus tardive, peut-être des courges ou des choses comme ça qu'on pourrait mettre derrière. Et c'est jamais un problème après l'engrais vert de remettre en culture de légumes? Non, l'engrais vert est généralement positif. Après, il faut faire un peu attention à quel engrais vert on met en fonction de la culture suivante. Ouais. Il peut y avoir par exemple des hôtes de maladies qui se trouvent dans les mélanges d'engrais verts tout faits. Donc, typiquement, pour ce qui est patates, il peut y avoir des soucis ou il peut y avoir aussi des soucis avec les choux. Si on met typiquement des crucifères dans le mélange, il peut y avoir la hernie qui reste ou des choses comme ça. Moi, j'ai heureusement pour le moment pas de hernie. Okay. Mais ça c'est des problèmes où il faut être conscient et puis il faut bien faire attention au mélange d'engrais verts qu'on prend. Moi, je fais mes mélanges d'engrais verts moi-même. Alors, certaines céréales, il me reste des semences de l'automne que je réutilise pour faire mes mélanges ou alors j'en achète pour semer. Généralement, j'ai pas suffisamment de reste, mais je mélange un peu des sacs. S'il me reste un peu de tournesol, je mets un peu de tournesol dedans, puis ça fait 2% de tournesol. Ça va très bien comme ça fait une diversité aussi au sein de l'engrais vert. J'ai des engrais verts qui sont composés entre 2 et une trentaine d'espèces. Okay. Donc, ça fait beaucoup de diversité, mais c'est aussi, ça dépend à quel moment on le met et quel est le but de l'engrais vert. Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut stocker du carbone? Est-ce qu'on veut stocker de l'azote pour la prochaine culture? Est-ce qu'on veut, quelle va être la prochaine culture? Et du coup, qu'est-ce qu'on met comme mélange d'engrais vert pour que ça aille au mieux pour la prochaine culture?
Maintenant, il y a le travail du sol dont on n'a pas parlé. Donc, nous, on laboure plus, mais on utilise quand même des machines entre des fraises et une charrue déchaumeuse qui nous permet de travailler les 10 premiers centimètres du sol. Ça évite d'aller tasser des couches plus profondes et ça permet de garder, si on veut bien, la zone perturbée au plus petit. Après, il y a des techniques encore mieux. L'idéal, ce serait de travailler vraiment juste superficiellement. J'ai des collègues qui arrivent. Moi, j'y arrive pas encore. En maraîchage ou? Ouais, en maraîchage. Ouais, ok. Il y a une ferme à côté de Thun. Ok. C'est pas très grand de mémoire. En légumes plein champ, il doit avoir 3 hectares ou quelque chose comme ça, mais ils vendent tout en circuit court. Ouais. Et lui, il a un système justement de planches permanentes avec passage de roues enherbées. Et j'ai essayé de mettre ça en place, mais c'est un peu plus compliqué parce que c'est pas moi qui fais le 100% du travail mécanique. Et du coup, d'avoir des employés, des fois, ouais, c'est pas toujours facile. Aussi, à bien régler la machine pour que l'autre personne qui l'utilise y arrive. J'ai pas perdu espoir. On va faire un deuxième essai dans cette direction, mais le premier essai, il a été un peu mitigé. Donc, Ok. on a eu des bandes qui ont repoussé au milieu de la plate-bande et on avait des planches qui n'étaient pas toutes de la même taille, du coup c'était compliqué après pour planter. Mais bref, on fait des essais, on a aussi des échecs et puis du coup on essaye de s'améliorer avec ça. Voilà. Mais là l'idée ce serait de plus utiliser, même plus utiliser la charrue déchaumeuse, mais plus qu'utiliser une fraise avec dont la profondeur de travail est réglable assez précisément. C'est ça. Ouais, je pense qu'on a fait un peu le tour des aspects. Non, écologique, oui. Après, il y a les autres aspects. Voilà, l'aspect social. Social, bien sûr. Donc, la question sociale, elle est intrinsèquement liée à la question économique. C'est bien sûr, est-ce que l'exploitant et le personnel ont des conditions décentes de vie et une rémunération qui leur permettent de vivre correctement. Alors moi, ici, comment est-ce que cet aspect-là est abordé? Eh ben, on a une rémunération minimum qui est déjà au-dessus du minimum agricole. Donc on est conscient que étant une ferme périurbaine, ayant des personnes qui vivent aussi en ville ou proche de la ville, qui sont nos salariés, eh ben ils ont un besoin, on va dire, en rémunération qui est plus élevé que si on a une ferme perdue en campagne où les coûts de la vie sont simplement moins élevés. Ici, les salaires les loyers sont élevés, le coût de la vie de manière générale est plus cher, les assurances maladie sont aussi beaucoup plus chères qu'à la campagne, etc. C'est un aspect. Donc là, ça veut dire s'accorder là-dessus du mieux qu'on peut. C'est pas toujours facile parce qu'on contrôle pas vraiment le facteur économique, mais ça, on va y venir après. Et voilà, donc c'est une qualité de vie décente, c'est aussi un fonctionnement d'entreprise qui respecte ses employés, qu'ils aient un lieu pour manger, voilà, qu'ils aient un espace aussi où ils peuvent poser leurs affaires, un vestiaire, etc. Ça, c'est toutes des choses qui sont importantes, qui sont aussi obligatoires en Suisse, et c'est bien, mais c'est pas le cas partout dans le monde. Et ça, c'est un aspect qui est important, ouais. Le but, c'est en fait de construire une entreprise qui soit avec un fonctionnement organique, où chacun a sa propre place et fonctionne de manière intelligente avec le reste de l'entreprise. Donc le but, c'est d'avoir un peu on a subdivisé en différents petits secteurs. On n'est pas très nombreux, hein, donc ça reste une toute petite entreprise, mais on a quand même des personnes avec des responsabilités clés. Et ce qui est important pour moi, c'est qu'il y ait toujours une bonne communication entre eux, quoi. Et que du coup, il y ait un espace pour ça, qu'il y ait une zone pour la communication, même s'ils ne se voient pas forcément, qu'ils arrivent à communiquer, soit au travers d'un tableau blanc ou au travers d'autres choses qui sont des outils de communication qu'on peut mettre en place assez facilement. Voilà. Donc ça, c'est pour l'aspect social. Je ne sais pas si tu avais d'autres questions particulières à ce niveau-là. Ouais, peut-être, c'est pas forcément directement l'aspect social, mais un peu lié dans l'agroécologie, il y a aussi le concept de co-création, partage de connaissances. Ouais. Alors j'imagine si tu participes aussi à ce podcast, c'est quelque chose que
Oui, que alors, tu fais en partie. c'est ça. De manière générale, moi, je suis toujours intéressé à échanger avec des collègues ou aller visiter des collègues, mais pour l'instant, je m'estime pas être assez avancé dans ce que j'ai comme entreprise actuellement pour qu'est-ce que je dirais, ouais, pour faire venir vraiment du monde chez moi. S'il y a des discussions, alors j'ai déjà accueilli le Feeble et d'autres qui sont venus pour des journées, mais c'est eux qui organisaient les thématiques et puis on a discuté là autour aussi par rapport à mes pratiques à moi. Ok. Mais je vais pas moi organiser des choses dans ce sens-là, j'accueille volontiers. Dès l'année prochaine, on aura fini les rénovations du bâtiment, on aura aussi un bel espace où on pourra aussi accueillir peut-être un peu plus d'événements de ce type-là. Ouais. Et ça, ce serait chouette, ouais. Ça créerait aussi un dynamisme et puis un peu un lieu dans lequel on puisse un peu se retrouver, quoi. Ok. Ouais. Mais pour l'instant, en tout cas, ce qui est en termes de partage, alors je suis membre de pas mal d'associations et donc des associations de producteurs ou de transformateurs. Par exemple, pour le moulin, on est toute une équipe avec une association qui regroupe les paysans meuniers et boulangers. Dans une association, il y a une association de producteurs de légumes, producteurs de fruits, etc. Et je suis plus ou moins impliqué dans chacune d'entre elles. Mais pour moi, c'est important de partager. On est en Suisse, un tout petit pays avec une agriculture ouais, surtout les cultures spéciales, c'est assez faible. C'est surtout une agriculture qui est axée sur la production laitière et de viande. Donc on est peu nombreux et c'est important qu'on s'entraide, quoi. Pour moi, c'est aussi ça qui est. Je trouve qu'on a une santé au niveau de ces groupes de producteurs qui est assez chouette parce on partage volontiers, on s'échange volontiers des connaissances, on se prête même un peu du matériel s'il faut, quoi. Je trouve très amical l'état de la cohabitation entre les différentes exploitations ici, en tout cas en Suisse romande. Ok. Alors moi, je pense qu'on peut passer aux aspects économiques. Voilà. Alors, l'aspect économique, ben, ça c'est clair, c'est que tu peux avoir le plus beau écosystème du monde, avoir les meilleures normes sociales du monde, mais si t'as pas d'argent pour payer tout ça, ça tombe à l'eau. Donc, t'as aucune entreprise et aucune initiative qui va fonctionner sans financement. Ça, c'est la réalité du terrain. Et du coup, ben, ce que ça implique, c'est que on doit vendre notre production à un prix qui soit décent pour que ça permette de rémunérer nos employés et permettre à la ferme de se développer. On n'a pas vraiment de possibilité de se rater. On doit réussir ces productions. Après, si on rate une série de 1500 salades, c'est moins grave que si on rate une grosse série. Nous, là, on a la diversification des cultures qui nous permet de faire un peu tampon. S'il y a une année, telle culture va mal, il y a une autre culture qui va un peu mieux et qui permet de contrebalancer le fait que la première culture se soit moins bien développée ou donner un rendement moins bon. On voit bien l'année dernière, avec une année très pluvieuse et très froide en Suisse, surtout, voilà, l'automne a été très vite très froid, hein. Début septembre, on a eu 4 degrés ici. Les courges, elles ont toutes grillé, toutes les feuilles par terre, donc elles n'ont pas pu finir leur maturation. Là, on a perdu plusieurs tonnes simplement parce qu'elles n'ont pas réussi à arriver à maturité. Heureusement, on a eu des beaux oignons qui ont un peu, voilà, ça fait qu'on a toujours là plusieurs tonnes d'oignons à vendre et ça a fait des rentrées économiques. Mais c'est un budget d'entreprise à tenir parce que en réalité c'est ça qui est assez complexe et c'est dans notre milieu à nous ici en Suisse où le marché alimentaire est saturé, c'est une bonne chose parce que sinon on aurait faim. C'est toujours difficile de se faire une place. Moi, j'ai commencé en 2017. Je me suis petit à petit fait une place, mais on voit que il peut y avoir facilement des impacts extérieurs qu'on maîtrise pas, qui vont avoir une action sur notre milieu et sur notre entreprise qui peut être assez problématique. Là, je pense notamment au cas ici chez nous des dioxines. Donc, il y a des pollutions des sols en ville de Lausanne.
c'est pas une nouveauté. Enfin, on a brûlé nos déchets depuis plus d'un siècle sans vraiment faire trop attention. Je pense que toutes les villes sont plus ou moins polluées. Mais la question, c'est est-ce que ça va avoir un impact sur notre santé? Et in fine, les résultats des analyses d'Unisanté ont montré que non, il n'y avait pas de risque pour la santé et encore moins lié à la consommation de légumes. À noter que ces polluants ne se retrouvent pas dans les légumes, uniquement dans les cucurbitacées en moindre mesure. Et ici, on a juste des traces de ces polluants. Mais le problème qu'on a eu, c'est que cette annonce dans les médias a eu une action directe économique pour nous. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on a perdu 40% de chiffre d'affaires. Donc, c'était un problème très réel pour moi, parce que du jour au lendemain, le lundi, on a fait un jour normal. Le lundi soir, c'est passé dans les médias, au téléjournal, etc. Mardi, on a fait 50% de la semaine d'avant. Et ça a duré? On n'est toujours pas retourné à ce qu'on avait avant 2020, enfin en 2021. Donc, j'ai dû adapter l'entreprise, licencier du personnel. C'est pas des choses qu'on fait volontiers, mais c'est des choses qu'on est obligé de faire parce que sinon, on tourne pas. Donc, on est assez fragile, en fait. C'est aussi de là qu'est venue l'initiative de construire un moulin. Le but, c'était d'avoir aussi une branche de l'exploitation où on travaille plus avec des professionnels avec qui on peut plus facilement discuter parce que, voilà, quand on a 1000 clients hebdomadaires, on n'arrive pas vraiment à discuter avec chacun des clients. On n'a pas leur adresse mail, on n'a pas leur contact, on peut pas leur dire oui, il y a une annonce sur des pollutions des sols, mais vous faites pas de soucis, on n'est pas concerné. Ça ne concerne pas nos légumes. La majorité des 40% qu'on a perdus, c'est simplement des gens qui ont pris peur par cette annonce, qui se sont dit ouh là là, il faut surtout pas y aller, c'est pollué, etc. Alors qu'en fait, on n'est pas touché, on n'est même pas dans une zone touché par ces polluants, mais juste cette annonce et la manière dont l'annonce a été faite, ça a eu un impact économique extrêmement fort sur notre entreprise. On commence maintenant à s'en sortir, mais il a fallu 3 ans pour se serrer la ceinture, pour continuer d'exister simplement. Parce que moins 40% de revenus, je pense qu'il y en a beaucoup qui mettent la clé sous le paillasson. Ouais. Parce que l'entier de vos clients, ils viennent acheter les produits au marché ou le shop, ils n'ont pas la majorité, des paniers ou des... Non, on ne fait pas de paniers. Le but, c'était pas de faire des paniers. Il y a déjà trop de paniers sur le marché actuellement. C'est pas un modèle économique qui se développe en ce moment. C'est plutôt depuis 2021 l'inverse. Ça a plutôt tendance à diminuer. Donc pour moi, c'était pas vraiment une solution. La solution, c'était plutôt de dire je diversifie la vente en visant plutôt des professionnels et en développant un produit qui soit unique, qui est justement de la farine lausannoise, qui n'existe pas. Il n'y a aucun moulin sur la commune de Lausanne, mis à part le mien. Donc là, j'ai vraiment un produit assez unique et puis assez chouette à montrer et puis à vendre, quoi. Mais c'est pas encore, je dirais, la proportion des farines par rapport à l'entier de l'entreprise, c'est pas encore suffisant pour avoir un impact économique fort. C'est-à-dire, si j'arrête de produire des légumes, l'entreprise elle tourne plus. C'est une partie, c'est devenu une partie, on va dire intéressante, mais on est autour des 10% du chiffre d'affaires pour l'instant. Le but, c'est d'augmenter un peu cette proportion. Ok. Voilà. Donc dans la résilience économique, il y a tout cet aspect de diversification. Si on fait qu'un seul produit, on est plus à risque que si on en fait plusieurs. Mais il y a aussi les canaux de distribution qui sont importants pour moi. C'est-à-dire que si on n'a qu'un seul client, on est plus à risque. Si on en a déjà plusieurs, on est un peu moins à risque parce qu'on a justement, on peut un peu combler un déficit d'un côté par une augmentation de vente d'un autre. Et c'est ça un peu l'objectif que j'ai avec ce moulin, c'est de développer un peu plus ces farines et d'arriver à vendre plus de notre production au travers de ces futurs clients. Ok, d'accord. Mais c'était vraiment une expérience réelle. C'était vraiment on est passé du jour au lendemain à une réalité qui était très différente et du coup il a fallu s'adapter. Ça demande ça demande on a arrêté pas mal de cultures qui étaient peut-être pas des cultures les plus rentables et on s'est focalisé sur ce qui est plus intéressant pour nous, plus simple à produire aussi là où on se trouve.
Donc, on est passé peut-être d'une centaine de variétés cultivées à plutôt 80 variétés cultivées. Ouais. Laisser tomber des choses qui sont peut-être trop chronophages ou qui ont un rendement économique moins intéressant pour favoriser ce qui fonctionne bien. Et puis là, donc au niveau des légumes, vous arrivez aussi tout l'hiver à avoir des diversifiés dans le... Oui, nous, on n'a pas encore de chambre froide suffisamment grande pour stocker vraiment de la production. Donc ça va venir avec les prochaines rénovations. Mais ce qu'on a actuellement, je dirais, sur le printemps, c'est là où on a moins de diversité. Jusqu'à janvier, on a une jolie diversité. Et puis de février à peut-être avril, mai, c'est un peu plus compliqué niveau diversité. Là, j'achète plus à des collègues pour revendre. Parce que, c'est aussi ça le but. Nous, on est assez haut en altitude, on n'a pas encore des grandes surfaces sous abri. Donc, c'est de dire, nous, on a plus de la production de saison, et puis la production hâtive, on regarde pour travailler avec des collègues, et puis de vendre leurs produits. Après, je pense que tu as déjà évoqué certaines des évolutions que tu imagines pour les prochaines années. Chez moi? Donc, tu as parlé du moulin. Nous, on a un gros chantier de rénovation qui va arriver, qui va nous permettre d'avoir des locaux un peu décents. Il faut dire que la ferme où on se trouve, c'est une vieille dame. Il y a les bâtiments ont 200 ans. En moyenne, il y en a qui sont plus vieux, il y en a qui sont plus jeunes, mais c'est des vieux bâtiments qui sont conçus pour du bétail au 19e siècle. On n'est plus au 19e siècle et on n'a plus de bétail, donc il faut l'adapter pour que l'outil de travail que sont les bâtiments soit adapté à notre réalité actuellement, qui est une production diversifiée et de la vente en circuit court avec une certaine palette de clients. C'est vraiment ça l'objectif, c'est de dire on fait évoluer les bâtiments pour qu'ils soient adaptés à nos besoins. Donc, on a déjà fait ça dans le moulin que tu as vu tout à l'heure. C'est nous qui l'avons construit, c'est nous qui avons fait les parois, les sols, pour que ce soit adapté aux nouveaux besoins. À l'époque, c'était du bétail, quoi. Ok. Donc là, ça change de manière assez radicale. Ça joue. Bon, je pense qu'on a déjà un bon aperçu. Un bon aperçu de ce qu'on fait ici. Tu fais. Ça serait super d'avoir aussi un peu ton avis sur un peu plus général en Suisse, comment tu vois les choses, qu'est-ce que tu penses qui est nécessaire pour avoir un système alimentaire plus durable? Alors en Suisse, moi je trouve que les pratiques agricoles de manière générale sont assez positives. On voit qu'on a eu beaucoup d'évolutions ces 50 dernières années. Alors j'étais pas né, mais on le voit. Quand on parle avec les anciens qui mélangeaient des produits très toxiques à la main ou à ce qu'on a aujourd'hui, où on a des produits qui sont beaucoup moins nocifs et qui sont beaucoup plus réglementés, où on apprend aussi qu'est-ce que c'est, comment les utiliser. On a un pôle de non-travail du sol qui est aussi assez présent avec le Swiss No-Till et différents. Il y a différentes organisations et organisations qui poussent dans cette direction et qui mettent en place de la vulgarisation, des cours, on en a beaucoup, on a la connaissance qui est là, et moi je trouve, on a la chance en Suisse d'avoir accès à tout ça, c'est une richesse, et pour ma part, je trouve qu'on va de manière générale dans la bonne direction. Après, c'est clair qu'il y a des aspects de manière générale, peut-être que on produit un peu trop de viande et il faudrait produire un peu plus de légumineuses d'un point de vue. Mais là, on est plus dans l'assiette du Suisse que dans la production agricole. Parce que si on produit, en fait, parce qu'on importe en Suisse, à l'époque, j'avais appris 2 millions de tonnes de concentré alimentaire par année. Ça fait beaucoup de nourriture qu'on n'arrive pas à produire en Suisse pour faire de la viande suisse. Et là, il y a un peu des questions. Après, on est un pays de montagne, donc on est un pays d'élevage. Dans les montagnes, on peut pas faire grand-chose d'autre que de l'élevage. Donc c'est aussi compliqué. On peut pas dire on arrête de faire de l'élevage pour faire que des légumineuses. Si quelqu'un essaie de faire des légumineuses à 1500 mètres d'altitude, je lui souhaite bonne chance. Mais c'est ça. Donc on a moi, je pense qu'on peut diminuer un peu la production animale, mais alors ça, c'est la théorie. Après, il faut avant tout que le consommateur demande ça. Parce que on peut forcer tout ce qu'on veut, mettre des règles pour avoir tant de production, comme il y a eu des essais avec des initiatives.
pour moi, ça va pas régler les choses parce qu'on va mettre des règles, mais en fin de compte, on a une liberté d'échange économique qui fait que si on veut, on peut du coup importer de la viande d'ailleurs. Et si on n'a pas une prise de conscience je dis pas qu'il faut arrêter complètement de manger de la viande, mais peut-être pas 2 ou 3 fois par jour, quoi. C'est plus ça que je verrais comme une amélioration. Mais là, c'est plus une amélioration au niveau consommateur qu'au niveau agricole. Parce que l'agriculture, elle va suivre ce qu'on lui demande de faire, en fait. Chaque agriculteur est un entrepreneur. Et si le marché lui demande de produire de la févrole alimentaire ou de produire des pois parce qu'il y a une demande en pois et puis il y a un prix avec lequel il peut s'en sortir, il va faire des pois. Il va peut-être pas avoir autant de porc qu'il avait avant. Mais pour moi, avant tout, là, ça doit être, avant d'être scandalisé et puis de tout mettre sur les épaules des agriculteurs, ce qui est vite le cas. On va vite pointer du doigt l'agriculture, etc. En disant, ils sont mal, ils font plein de gaz à effet de serre avec leurs vaches, etc. Mais en fait, il faut avant tout prendre conscience que c'est nous, en tant que consommateurs, qui sont avant tout le facteur qui définit la production agricole. Si on demande plus d'un certain produit, l'agriculture va suivre. Mais c'est à nous, en tant que consommateurs, chaque personne qui consomme a ce pouvoir de décision, en fait. De dire, c'est mal, il faut tout changer par des lois, c'est plus compliqué. Mais là, on entre dans la sphère privée, chacun est libre d'acheter ce qu'il veut, et c'est aussi normal parce qu'on est dans une société où la liberté individuelle est importante, mais toujours est-il que on a un certain on sait qu'on a un certain problème avec une surconsommation de viande et de manière générale avec des événements climatiques qui vont être de plus en plus forts, et du coup il faut réussir à construire des entreprises qui soient plus résilientes à ces effets-là, que ce soit des effets climatiques ou des effets économiques. Et moi, c'est un peu ça, je dirais, la vision que j'aurais déjà en Suisse pour les agriculteurs, c'est que on aide à construire un réseau qui rende les fermes plus stables économiquement, parce que ça, c'est vraiment le pilier principal, quoi. Et réussir à avoir des prix, ma foi, qui sont décents. On est un des pays où le niveau de vie est le plus élevé au monde, donc c'est clair que la part du budget alloué à l'alimentation, peut-être que elle doit être un petit peu plus élevée que 6%, quoi. C'est aussi ça, c'est se dire quel est un prix, qu'est-ce qu'un prix juste, en fait? Est-ce qu'on estime qu'un paysan peut être payé à 7 francs de l'heure parce que c'est un paysan? En fait, non, on est tous des êtres humains et on a besoin un peu d'un minimum pour vivre. Mais si on fait un calcul de combien sont payés les agriculteurs par heure, ça fait pas beaucoup, quoi. Ouais. Et là, on touche sur la question du prix et voilà, de quelle part du budget est allouée pour se nourrir. Puis ensuite, c'est assez maigre. Après, on a aussi beaucoup d'autres dépenses qui augmentent, c'est clair. Mais moi, j'ai pas de solution claire à te proposer là aujourd'hui, mais je pense qu'il y a des pistes à trouver. Et à quel niveau est-ce que tu penses que l'agroécologie peut avoir un rôle à jouer dans ce besoin de changement? Alors, un rôle important. L'agroécologie va avoir un rôle dans le sens où on va si tu mets en place un système où tu as une stabilité économique, écologique et sociale au sein de ton entreprise, tu as déjà gagné une bonne partie du marathon, quoi. Ouais. Tu as déjà réussi à créer un système qui arrivera à s'adapter à ce qu'on va recevoir comme climat ces prochaines années, et aussi qui soit adapté un peu à la réalité économique, quoi. Donc oui, mais après l'agroécologie, comme on discutait avant, c'est aussi quelque chose d'assez vague et qui est pas très clairement, enfin c'est pas, il y a pas un manuel d'agroécologie où on va acheter ça dans une librairie et puis après on a la solution à tous les problèmes. Mais il y a des ébauches. Alors on voit que avec si on couvre plus souvent les sols, si on arrive à moins travailler, on a une amélioration de la productivité sur du long terme. Parce que t'as pas d'érosion du sol, t'as pas de destruction du sol. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi, c'est de conserver le sol vivant, de le nourrir et d'avoir cette matière organique qui reste stable et puis à un niveau où
on n'a pas de perte de sol, on n'a pas de perte de matière organique dans le sol. Ça, c'est vraiment, voilà, ça, c'est un aspect que je trouverais important. Et après, donc ça, c'est plutôt, je dirais, pour la Suisse. Si on regarde d'un point de vue international, il y a beaucoup de choses intéressantes qui se passent, comme des systèmes de culture à plusieurs étages. Enfin, on n'a pas inventé la roue, ça se faisait déjà. C'est juste peut-être de mettre ces personnes en réseau pour qu'elles puissent échanger, qu'à tous les niveaux, ça s'améliore. Parce que si des cultures se développent et permettent à des familles paysannes dans d'autres pays aussi à vivre correctement, eh ben là c'est la même chose en fait, c'est le même concept que chez nous. On a déjà gagné une bonne partie de la course parce que justement on arrive à créer un tissu économique. L'agriculture est souvent une base économique importante, surtout dans des pays en développement. Si on arrive avec des méthodes ou avec une mise en réseau des connaissances que ces paysans ont, eh ben, on arrive à créer un système qui soit plus stable et plus résilient sur du long terme. Eh ben, c'est une grande partie qui est déjà gagnée, quoi. Autant pour les personnes, économiquement, socialement, autant que pour la planète d'un point de vue écologique, parce que ça veut dire qu'on arrive à produire sur la surface qu'on a et on ne perd pas de terre. Parce qu'un des grands problèmes, c'est qu'on perd chaque année tant d'hectares de surface agricole. Si on perd trop de terrain agricole, par l'érosion, c'est le principal problème. Il y a la salinisation aussi qui est un autre problème, notamment là où on irrigue trop. C'était déjà un problème pour les Sumériens il y a 5-7 000 ans. Et c'est encore un problème aujourd'hui, mais on a conscience de ces problèmes. Et justement, je pense aujourd'hui, ce qui est important, c'est de réussir à combattre ces problèmes avec des solutions dont on a qu'on a dans nos bagages, que ce soit des solutions techniques ou des solutions, ça peut être des pratiques culturelles ou des systèmes d'exploitation. Et je pense que ce qui est le plus important, c'est le partage de ces connaissances entre les paysans du monde et qu'on arrive à créer des liens et des réseaux d'échange de connaissances. Moi, je pense vraiment que là, au travers, on arrive à quelque chose de positif et d'amélioration. Et je pense que là, au travers, l'agroécologie, dans son sens où on a ces trois facteurs, ces trois piliers qui font l'agroécologie, si on arrive à mettre les paysans en réseau et qu'ils arrivent à échanger entre eux, eh ben, on a déjà un grand plus, parce que on veut tous avoir une vie décente et puis on veut tous avoir des prairies bien vertes et des petits oiseaux qui chantent, parce que c'est là où on se sent bien en fait. Et je pense voilà, on va naturellement tendre à essayer de faire évoluer notre écosystème, qui est un écosystème de production, de produire de la nourriture pour en vivre, en faire un lieu qui soit le plus agroécologique possible. Et je pense pas que ça se passe au travers de grandes théories, ni de savants qui vont prêcher la bonne parole, mais plutôt par un système d'échange et de pratiques qu'on voit sur le terrain. Ça a beaucoup plus d'impact pour un agriculteur d'aller voir chez son collègue ce qu'il a fait dans son champ, puis se dire tiens, ça c'est une sacrée bonne idée, je vais faire pareil. Et là, on a un impact beaucoup plus fort que si on tient une conférence sur je sais pas, la matière organique dans les sols. Ça, je vois plutôt ça comme peut-être un deuxième élément. La vulgarisation scientifique, c'est important. Mais si on commence par ça, en prêchant la bonne parole et en expliquant aux gens comment il faut faire, ça fonctionne pas, en fait. Ce qu'il faut, c'est que les paysans, entre eux, ils échangent et après, ils se regroupent et ils se retrouvent dans des associations pour justement essayer d'améliorer leurs pratiques, quoi, par eux-mêmes, avec l'aide de la vulgarisation et des connaissances scientifiques qu'on a. Je vois plus comme ça un fonctionnement par la base de l'agroécologie où tu as des paysans qui échangent entre eux plutôt que d'avoir des instituts qui viennent prêcher la bonne parole et puis après qui s'en vont et qui t'ont expliqué comment faire, et puis après tu te retrouves devant ton champ et tu dis non, je vais faire comme j'ai toujours fait, ça fonctionne. Voilà. Donc pour moi c'est un peu ça, une vision si tu veux de l'effet que pourrait avoir l'agroécologie. Ok.
Ça te va? Oui, très bien, ouais. Bon, je pense qu'on arrive gentiment au bout. Je sais pas si Ouais. vous voulez encore ajouter Non, quelque chose. non, on a bien discuté, ça va. Ouais. Faut aller bosser maintenant. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps et toutes les intéressantes explications. Ouais, avec plaisir. Donc voilà, c'était notre épisode aujourd'hui du podcast sur l'agroécologie. J'espère que vous avez pu avoir une bonne vision des multiples facettes de l'agroécologie sur une exploitation et de voir comment les différents piliers de l'agroécologie, donc l'aspect social, l'aspect économique et l'aspect écologique, peuvent être liés au sein d'une exploitation. Merci à tous et donc à dans 2 semaines pour le prochain épisode de notre podcast.